Bienvenue sur Les livres prennent la parole. La chaîne où les livres sortent du silence pour devenir des histoires vivantes. Ici, on condense l'essentiel des œuvres qui comptent, pour gagner du temps sans perdre la profondeur. Aujourd'hui, on écoute une voix discrète. Stoner de John Williams, publié en 1965, redécouvert en France à partir de 2011. Pas de héros flamboyant, pas de coup d'éclat, juste un homme, un professeur, qui choisit la fidélité au livre plutôt que le bruit du monde. Si tu crois, toi aussi, que certaines vies murmurent plus fort que d'autres, ce résumé est pour toi. Chapitre 1. Le fils de la terre. Stoner naît dans une famille de fermiers pauvres, au cœur de l'Amérique rurale du début du XIXe siècle. Le travail de la terre, l'austérité, la poussière, la fatigue, son avenir semble écrit. Un jour, un conseiller suggère à ses parents de l'envoyer à l'université pour apprendre l'agronomie et améliorer la ferme. Les parents acceptent en silence. Stoner part pour Columbia, sans imaginer que le monde va basculer. Chapitre 2. La révélation. Dans un cours obligatoire de littérature anglaise, Archie Sloane lit Shakespeare. Ce que Stoner entend n'est pas seulement de la poésie, c'est une révélation. Il comprend que la vérité qu'il cherchait n'est pas dans les chants, mais dans les phrases, dans la tension d'un vers, la justesse d'un mot, la beauté de la langue. Alors, il change de voie. Il abandonne l'agronomie pour la littérature. À la maison, ses parents se taisent. Ils n'essaient pas d'entraver, ils acceptent sans comprendre, ce silence de ceux qui n'ont jamais eu le luxe de choisir. À l'université, Stoner se déplace. Moins de laboratoires, plus de bibliothèques, moins de chiffres, plus de textes à noter. Sloane l'oriente, lui confie des lectures, l'invite à oser parler. La première fois qu'il prend la parole en séminaire, la voix tremble, les idées butent. Mais quelque chose s'aligne, il a trouvé sa maison. À partir d'ici, commence l'apprentissage, apprendre à lire vraiment, à écouter un texte, à tenir sa place face aux mots. Chapitre 3. L'apprentissage. Stoner reste à l'université. Il devient assistant, apprend à habiter un texte, à exiger de lui-même une précision honnête. Pas de charisme spectaculaire, une présence calme, une patience tenace. La Première Guerre mondiale passe au loin comme un grondement. Stoner traverse les années sans chercher les raccourcis, sans intriguer, il apprend son métier. Le roman montre la naissance d'un professeur, quelqu'un qui donne du temps aux phrases jusqu'à ce qu'elles rendent tout ce qu'elles peuvent. Chapitre 4. Le mariage. Edith Bostwick apparaît comme une promesse de monde, distinction, fragilité, mystère. Le mariage est rapide, presque mal accordé dès le départ. Edith porte en elle des attentes imprécises, une éducation rigide, des zones d'ombre. Elle se raidit face à la simplicité de Stoner. La maison devient une géométrie de silence, meubles déplacés, pièces réorganisées, gestes codifiés. Quand Grace naît, Stoner l'aime d'une tendresse maladroite. Mais Edith confisque la relation, impose une distance. Dans ce huis clos, Stoner se replie vers les livres et la salle de classe, refuge et mission. Dans les livres, il retrouve ce que la vie lui refuse, la clarté, la beauté, le sens. Chapitre 5. Le conflit. Au département, Stoner se heurte à Hollis Lomax, collègue influent. Enjeu, Charles Walker, étudiant médiocre que Lomax protège. Stoner refuse de valider l'incompétence. Il tient à ce que la littérature, au moins, reste exigeante. Cette droiture a un prix. Lomax l'enterre sous des cours ingrats, bloque les promotions, organise une mise à l'écart polie. Le roman peint la bureaucratie universitaire comme un théâtre de petites lâchetés. Stoner ne riposte pas par la ruse, il persévère. Chapitre 6. La lumière. Catherine Driscoll, jeune collègue, entre dans sa vie comme un printemps tardif. Elle comprend Stoner, partage son culte discret des livres, sa manière de respirer dans un paragraphe bien écrit. Leur amour est doux, presque invisible, lecture partagée, café tranquille, connivence silencieuse. Stoner découvre la joie d'être vu. Mais l'université, rumeurs, convenances, menaces voilées, étouffent cette lumière. Pour protéger leur position, ils se séparent. Rien d'héroïque, juste la douleur nette d'un bonheur qu'on renonce à porter en plein jour. Cette perte laisse en Stoner une paix mélancolique. Il a connu l'amour,
Il sait ce qu'il défend en défendant les mots. Chapitre 7. La famille. La maison des Stoner n'est pas un foyer, mais un espace dirigé par Edith, où tout semble calculé, jusqu'au déplacement des meubles. Les mots se font rares, étouffés, et au centre de ce silence se trouve Grace, l'enfant, cherchant une place entre ses parents. Stoner l'aime d'un amour maladroit et doux. Il lui lit des histoires, tente de lui transmettre un peu de chaleur. Mais peu à peu, Edith reprend la main, transformant la relation en règles et horaires. La tendresse se retire sans bruit. Grace grandit dans cette atmosphère figée. Elle apprend à se faire légère, à ne pas déranger. Elle comprend les blessures de chacun et choisit d'éviter, plutôt que de résister. Son mariage rapide ressemble à une fuite, une échappée hors du silence domestique. Puis vient l'alcool, discret au début, comme un baume contre les mots qu'on n'a pas su dire. Stoner voit cela avec tristesse. Il devine que l'échec de Grace est aussi le sien. Il a voulu aimer sans savoir comment. Dans ce drame sans éclat, John Williams peint une vérité simple. Il n'y a ni coupable, ni héros, seulement des êtres qui se heurtent en voulant bien faire. Et quand la maison devient étrangère, Stoner trouve refuge ailleurs, dans la salle de classe, dernier lieu où il peut encore donner un sens à sa vie. Chapitre 8. Le pédagogue invisible. Quand la maison devient un lieu de silence et de tension, Stoner trouve refuge dans la salle de classe, espace de clarté et de vérité. Là, rien à masquer, seulement les textes, les étudiants et la lente conquête du sens. Il n'a rien d'un orateur flamboyant, son enseignement repose sur la précision, le calme, et une attention presque religieuse aux mots. Ses silences invitent à réfléchir, à risquer une pensée. Sa méthode est humble, commencer par les mots, sentir l'émotion d'un passage, écouter le rythme d'une phrase. Peu à peu, les visages s'éclairent, la compréhension devient un moment de grâce. L'université, pourtant, ne le ménage pas. Son supérieur, Lomax, le relègue à des tâches ingrates. Stoner accepte sans amertume. Cette mise à l'écart raffine sa pratique, il enseigne avec une justesse toujours plus nue. Il publie peu, mais enseigne beaucoup. Ses corrections sont de véritables dialogues silencieux avec ses élèves. Parfois, un regard s'illumine, une étincelle, une autonomie née d'une phrase bien comprise. Stoner ne cherche pas la gloire, seulement la vérité dans le travail bien fait. Le roman montre ici la dignité du geste discret, enseigné avec sincérité, sans témoin, sans éclat. Mais tandis que son esprit s'affermit, son corps s'affaiblit. La douleur s'installe doucement. La salle de classe reste son dernier refuge, son ultime lieu de paix, avant que le temps ne vienne refermer le livre. Chapitre 9. La fin, un livre entre les mains. Le temps s'est resserré. La douleur, d'abord sourde, est devenue habitude. Stoner la porte comme on porte un vieux manteau. Il marche plus lentement dans le couloir, rallume la lampe de son bureau, s'assoit. Sur la table, quelques copies, un stylo, et un livre, compagnon de toute une vie. La maison reste distante, l'université, indifférente. Rien de tragique, rien de spectaculaire. Le quotidien continue, simplement plus fragile. Stoner relit par petites gorgées, phrase après phrase. Il sait que ses forces déclinent, mais il n'arrange pas sa vérité. Jusqu'au bout, il demeure ce qu'il a choisi d'être, un lecteur. Il pense à Grace, à leur silence plein d'amour maladroit. À Catherine, l'éclat d'un bonheur qu'il n'a jamais regretté. Aux étudiants, à leur visage qui s'éclairait soudain. Il n'a pas changé le monde, mais a déplacé un peu de lumière. Et cela lui suffit. Il ferme les yeux un instant, écoute le silence du bureau. Pas de regrets, pas de grands mots, seulement la paix de celui qui a été fidèle à ce qu'il aimait. La fidélité n'a pas fait de bruit, elle a fait une vie. Stoner prend le livre devant lui, le tient comme une main amie. Puis il le laisse glisser, doucement. Le geste n'est pas un renoncement, c'est une acceptation. Il n'a plus besoin de tenir, ce qu'il devait transmettre tient désormais chez d'autres. Dans la solitude du bureau, Stoner s'éteint. La pièce se remplit d'un silence clair. Stoner n'est pas un héros, il aura été juste. Le roman, lui, nous laisse un dernier écho. La grandeur peut être silencieuse, et la dignité, sans témoin. On appelle parfois cela une vie ordinaire. John Williams y célèbre la dignité des existences modestes.
celles qui ne laissent pas de traces, mais qui touchent à l'universel. Si ce moment de lecture t'a touché, n'oublie pas de laisser un like pour soutenir la voix des livres. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ces vies discrètes qui résonnent encore entre les pages. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'un autre lecteur y trouvera, lui aussi, un peu de lumière. Et à très bientôt pour un nouveau livre, qui lui aussi, prendra la parole.